Bonjour, bienvenue pour ce nouveau débat d'une série d'émissions vidéo que l'on a consacrée à Mediapart aux histoires d'intégration et de désintégration de l'Europe avant les élections européennes du 26 mai prochain. Alors aujourd'hui on parle du pouvoir des lobbies, un sujet toujours sulfureux en compagnie de deux invités. Cécile Robert, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po Lyon. Vous avez dirigé un numéro spécial de la revue Politique européenne qui est consacré à la transparence à Bruxelles. Et vous avez étudié en détail ces dernières années ce que vous appelez la consécration du lobbying dans la capitale européenne. On va y revenir. Martin Pigeon, à vos côtés. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes activiste, vous travaillez notamment sur les questions d'alimentation, d'agriculture, au sein d'une ONG qui s'appelle Corporate Europe Observatory, CEO. Et CEO milite pour davantage de transparence et s'oppose un peu au pouvoir des entreprises dans la bulle bruxelloise. Alors, pour lancer le débat, une première question très simple. Est-ce que vous diriez, on parle toujours de Bruxelles comme une place forte des lobbies, est-ce que vous diriez qu'il y a une spécificité des lobbies à Bruxelles où finalement ça marche un peu comme n'importe quelle capitale politique, à Paris, à Washington ou ailleurs? Cécile Robert, pour commencer. Alors, il y a peut-être une dimension par rapport aux capitales européennes de valorisation, donc légitimation du lobbying plus facile parce qu'elle est portée comme le signe finalement d'une grande ouverture des institutions, d'où la comparaison avec Washington que souvent les Bruxellois considèrent comme à leur avantage. Voilà, donc le lobbying n'y est pas perçu comme un élément stigmatisant de la place bruxelloise. En revanche, on assume le fait qu'on travaille avec des lobbies. Tout à fait. Dans les machines on y européennes. reviendra Oui. pour tout un tas de raisons. Et puis il y a un travail de transparence qui est fait aussi bien par les institutions que contre elles d'une certaine manière par un certain nombre d'acteurs dont le CEO en premier rang. Et d'un autre côté, il y a un effet trompe-l'œil évidemment à se dire que le lobbying bruxellois c'est un lobbying spécifique parce que première chose, bien évidemment, le lobbying se développe et est très présent dans les capitales européennes nationales. Et on y reviendra. Les phénomènes de pantouflage sont l'autre nom de ce qu'on appelle le revolving door. Les portes tournantes. Les portes tournantes sur lesquelles... Juste pour que tout le monde ait tout de suite une idée, ça c'est par exemple le cas José Manuel Barroso qui, après la présidence de la Commission, est parti chez Goldman Sachs. Ça c'est un cas parfait de porte tournante du public vers le secteur bancaire privé. Tout à fait. Et puis il y a un deuxième élément qui est très, très important à rappeler, c'est que le lobbying à Bruxelles, il est porté par les États membres, beaucoup. Il y a une forme de renationalisation, même peut-être en fait du lobbying, avec une présence très forte des États membres aux côtés des très grandes entreprises pour les soutenir sur un certain nombre d'éléments de lobbying qui sont... Alors les États membres sont à la fois les cibles et les vecteurs d'un très fort lobbying. Et c'est important de le rappeler au moment où on dit souvent que l'Europe est la place forte du lobbying grâce aux États membres. Ouais. Là-dessus, vous partagez ce constat un peu par exemple sur le rôle des États membres qui sont peut-être plus dangereux en termes de lobbying que vraiment le cœur des... Pourquoi vous rigolez? Je rigole parce que vous avez raison. Ouais. Dans le sens où, à Bruxelles, les décisions se prennent collectivement et secrètement, à la fin, par les États. Ouais. Donc c'est eux qui décident, à la fin. Ouais. Et donc c'est très important pour ceux qui peuvent avoir accès aux gouvernements nationaux, aux représentations permanentes de ces États à Bruxelles, de pouvoir les influencer. Et c'est très difficile, parce que le Conseil, donc l'institution qui collectivement représente les États, fonctionne largement sur un mode intergouvernemental, donc sur le mode du rapport de force. En gros, les grands États, ceux qui ont les moyens de le faire, préparent les décisions en amont. Les petits découvrent ça un peu plus tard et bon, en général, veulent pas casser l'ambiance, donc ils font ce qu'ils peuvent, quoi. Mais donc c'est très important et c'est toujours le problème, c'est-à-dire que c'est la boîte noire, si vous voulez. On a sorti un rapport il n'y a pas très longtemps où effectivement on se rend compte que d'abord les États ne veulent pas répondre sur les relations qu'ils ont avec les lobbyistes. Par exemple, on avait demandé à 19 gouvernements nationaux de nous détailler quelles interactions ils avaient avec les lobbyistes. Il n'y en a que 4 qui ont bien voulu nous répondre et il n'y en a que 2,5 qui ont bien voulu nous donner des informations pertinentes. Pour répondre à votre question plus généralement, est-ce qu'il y a une différence entre le lobbying à Bruxelles et à Paris ? Je connais surtout celui à Bruxelles, en fait, donc je ne veux pas trop m'aventurer, mais le lobbying on pourrait le caractériser comme... un lobbyiste, c'est un peu comme un rémora sur un requin, vous voyez, c'est un parasite du pouvoir, donc il va s'adapter
parce qu'évidemment, il cherche à l'influencer. Donc, il va toujours s'adapter à son objet. Et l'Union européenne, depuis 30 ans, c'est devenu le principal décideur pertinent pour les entreprises, parce que l'Union européenne, c'est avant tout une organisation internationale qui régule un marché. Au niveau international, avec la négociation des accords de libre-échange, de commerce, parce que c'est pas du libre-échange, c'est du commerce plutôt, et en interne, avec le marché intérieur et la monnaie unique. Juste dans votre conception, par exemple, des définitions des lobbies, c'est quand même un point un peu sensible. Il n'y a pas des bons lobbies et des mauvais lobbies. Il n'y a pas, par exemple, des lobbies de la société civile ou qui feraient des argumentaires au nom de l'intérêt général et l'intérêt, par contre, les lobbies des multinationales qui, là, devraient être davantage encadrés. Qu'est-ce que vous répondez là-dessus ? Que c'est un enjeu politique, justement. Que la définition même du lobbying est une bataille politique. Avec, d'un côté, les lobbyistes commerciaux qui vous disent « le lobbying, c'est de l'influence ». Donc, un patron de multinationale, un activiste, le cabinet d'avocats d'affaires de luxe que j'ai embauché là, et les manifestants, les gilets jaunes, c'est de l'influence, c'est pareil, tout ça, c'est du lobbying. Ouais. Je caricature, mais en gros, c'est ça. Évidemment, c'est très pratique parce que ça leur permet, eux, de se légitimer. Parce qu'il y a de prétendre faire partie de la société civile, ce qui n'est pas complètement faux, mais ce qui n'est pas complètement vrai non plus. Parce que quand on défend un intérêt commercial et quand on défend un intérêt politique, c'est pas la même chose. C'est pas le même métier, c'est pas le même rapport aux mots, c'est pas le même rapport à la vérité, et c'est pas le même rapport avec l'engagement public. Les ONG, typiquement, elles font du plaidoyer, et pour ça, elles en appellent à l'opinion publique, c'est leur seule force. Et donc, typiquement, on travaille plutôt au niveau du Parlement. Parce que là, on peut avoir un levier d'action. Mais pour la commission, qui sont les administrations, qui sont les administrateurs qui préparent les lois et les États, les fonctionnaires des États qui les approuvent à la fin, les ONG, les syndicats, c'est plutôt des emmerdeurs, au sens où ils arrivent avec des opinions politiques, un peu avec leurs gros sabots, là, dans des dossiers en général assez techniques, assez fins. Oui, bon, il faut bien s'en accommoder parce que voilà, mais idéalement, ils préfèrent quand même. Enfin, il y a une espèce de regret en ce moment, je sens là, une espèce de nostalgie du monde d'avant, des lobbyistes à Bruxelles qui disent maintenant les ONG elles font chier, elles ont du pouvoir, machin. Effectivement, les ONG sont les dernières arrivées, alors que pendant 30 ans, ils étaient en situation quasiment de cogestion, parce que ce qu'il faut voir aussi, et ça c'est une spécificité particulière à Bruxelles, c'est que la plupart des lobbies historiques à Bruxelles ont été créés à la demande, et parfois même financés par les institutions européennes qui en avaient besoin, pour des questions d'accès à l'expertise et de légitimité aussi. Alors juste là-dessus, Cécile Robert, on a un peu compris qu'il y avait une multitude en fait d'acteurs possibles sous l'étiquette lobby. Je voyais à peu près dans il y a un truc qui existe qui s'appelle le registre de transparence à Bruxelles, alors qui n'est pas obligatoire aux dernières nouvelles, et dans lequel on trouve beaucoup d'acteurs. Est-ce que peut-être vous pouvez dresser un peu un panorama justement de ce qu'on trouve dans ce registre, et précisément quels sont les liens avec les institutions aujourd'hui ? Alors, sur ce registre, il y a plein de choses intéressantes à dire. C'est un registre, effectivement, qui, par ailleurs, on vient de l'évoquer, les États membres, a rencontré finalement un échec. Il devait devenir obligatoire avant la fin de la législature. Et une des lignes rouges, manifestement, c'est que les États membres, notamment, n'y sont pas prêts. Donc, obligatoire, ça veut dire, pour que tout le monde comprenne bien, que n'importe quelle entreprise ou cabinet de consultants devait s'inscrire pour avoir le droit de rencontrer ensuite des eurodéputés, des commissaires européens, etc. Alors c'est déjà en partie le cas, mais il doit y avoir une obligation plus importante, on va dire, légale. C'est-à-dire que ça, c'était un engagement politique de Juncker au début de sa commission. Mais il n'y a rien sur le papier dans la loi qui oblige la commission suivante à poursuivre ce schéma-là. Okay. Alors, si on revient ensuite sur le registre de transparence, donc c'est un dispositif facultatif qui a suscité tout un tas de critiques et de discussions à parvenir, qui sont techniques, mais qui ont véritablement un enjeu politique très important, à commencer par la définition du lobbying, comme Martin le soulignait. Aujourd'hui, on a 11 000 entités inscrites dans le registre. L'essentiel, pas l'essentiel, mais une grosse majorité d'entre elles, on va dire 6 000 aujourd'hui, là, sont liées, sont des associations. Alors attention, le terme association en français peut sonner comme intérêt général, etc. Là, en l'occurrence, c'est les collectifs sectoriels d'entreprises qui représentent les intérêts d'un secteur ou d'une partie d'une profession, etc. Donc plutôt l'aspect, on va dire, acteur économique et le lobby interne.
On a environ 1100 cabinets de lobbying dans ces 11 000. On a ce qu'on appelle des think tanks, mais qui en fait recouvrent tout un tas de réalités très différentes, y compris des entités qui travaillent pour les entreprises. Donc qui peuvent être des boîtes à idées en fait, financées par des industriels dans différents États membres. Tout à fait. On a un petit nombre, mais quand même important, hein, il faut le souligner, d'églises. Et il y a un lobby religieux à Bruxelles, peut-être on aura l'occasion d'y revenir. Et puis il y a ce qu'on appelle les ONG, mais avec un problème de définition aussi de ce terme-là, qui fait qu'en fait on a 3000 ONG aujourd'hui à peu près. Ouais, ça paraît énorme. Mais en réalité, la pondération, si on veut en parler, elle serait plutôt autour de 10%, on va dire, d'entités consacrées à défendre, on va dire, les intérêts publics, l'intérêt public, l'intérêt général. L'enjeu, évidemment, c'est que cette définition de l'intérêt général n'est pas complètement posée et que donc, du coup, on ne peut pas, quand on regarde le registre, voir cette différenciation-là. Et ça, c'est un élément important. Et justement, pour revenir à ce que vous disiez sur l'indifférenciation tout à l'heure, tout le monde est lobbyiste finalement, pourquoi faire des différences, etc. Le piège de cette indifférenciation qui est entretenue par les institutions et par les entreprises, c'est qu'effectivement, ça sert deux choses. Hein. D'une part, ça masque une formidable asymétrie de moyens. On y reviendra. Ouais, entre les uns et les autres. Ouais. Moyens financiers, moyens humains, moyens en accès institutionnel, si on compare le nombre de rendez-vous, le nombre de passes au Parlement européen. Et deuxièmement, et ça va ensemble, ça fait que finalement tout le discours sur l'ouverture, le pluralisme, est en fait un discours qui est en partie une forme de légitimation d'une démocratie des stakeholders, c'est-à-dire d'un accès fort, on va dire, des groupes qui peuvent profiter de cette ouverture, qui ont les moyens. Mais est-ce que ça veut dire, si on va dans ce raisonnement-là, moi je me souviens, par exemple, je travaillais à Bruxelles quand il y a eu le lancement de Finance Watch, qui était un peu présenté comme le Greenpeace de la finance, notamment un de ses initiateurs, Pascal Canfin, à l'époque, eurodéputé Europe Écologie, qui maintenant sur une liste La République En Marche. Ouais. Et du coup, à l'époque, c'était l'idée que finalement le lobbying, c'est pas si grave que ça si on arrive à donner autant de moyens d'un côté, l'industrie, que de l'autre, la société civile. Alors, on est à des années plus tard. Quel bilan un peu vous faites de ce genre de discours ? Est-ce que c'est un discours suffisant pour répondre aux dangers que pose le lobbying industriel à Bruxelles ? Moi, j'aurais envie de dire brièvement, mais du coup, qu'il y a quand même un enjeu aussi à muscler, si je puis dire, réinvestir dans de l'expertise des institutions, des acteurs publics, à la fois du Parlement, à la fois de la Commission. Donc, alors, les études sur le moyen long terme montrent qu'on a assez largement attaqué les capacités d'expertise de l'institution Commission, et que c'est ce qui fait sa fragilité. Et quand on regarde de plus près aussi ce qui se passe au niveau des États membres, la fragilité finalement d'un certain nombre d'administrations nationales, si on a le temps, on donnera quelques exemples, mais à la pression en fait de l'expertise industrielle et commerciale, c'est un élément très fort en fait du surcroît, on va dire, et peut-être du trop, de l'absence de contrôle, de capacité de contrôle du lobbying, des intérêts industriels et commerciaux. Alors on va revenir sur ces questions d'expertise de la Commission, mais avant, Martin Pigeon là-dessus sur l'histoire des moyens financiers. Est-ce qu'en gros, si on donne pas 20 personnes à CEO, je ne sais pas combien vous êtes, mais 300, est-ce que ça résoudra des questions de... Ça va nous poser un problème insurmontable. Non, mais est-ce que ça vous semble être la bonne réponse à cette question ? Pas du tout, c'est illusoire. C'est complètement illusoire, ça l'a toujours été d'ailleurs. Je voudrais juste revenir et marquer un but ou deux contre mon camp, parce que de fait, CEO, on est aussi un lobby parfois, au sens où nous avons des actions de lobbying, au sens où concrètement, moi, je rencontre des eurodéputés, des fonctionnaires de la Commission, voire même des membres du gouvernement français à l'occasion. J'ai été auditionné par le Sénat, par exemple, dans le cadre de la réforme de l'Agence européenne de sécurité des aliments, qui est un sujet sur lequel je travaille depuis longtemps. D'où la question, si on crée 50 CEO, est-ce que ça ne permet pas de rééquilibrer Attendez, CEO est essentiellement, à 90%, financé par la philanthropie. C'est vraiment le modèle anglo-saxon, je suis le seul francophone de la bande. Donc typiquement, ce sont des individus fortunés qui créent des fondations, lesquelles placent un capital sur les marchés financiers, on espère pas trop dans le pétrole et les armements, mais bon, voilà... mais les marchés financiers quand même, et les intérêts générés financent des projets comme le nôtre. Donc c'est pas extensible
c'est pas extensible beaucoup ce type de fonctionnement, et ça pose aussi des problèmes politiques très sérieux. Pourquoi est-ce qu'on devrait se baser uniquement sur la bienfaisance de ceux qui ont les moyens ? Vous avez des fondations qui continuent à exister aujourd'hui pour exécuter les désirs politiques de gens qui sont morts depuis des décennies. Ouais. Bah après, Finance Watch, par exemple, c'était en partie financé par l'argent de la Commission. Par la Commission, dans ce cas-là. Mais donc, du coup, quand vous êtes financé par la Commission, ça pose d'autres problèmes. Ça pose d'autres questions sur la politesse, sur ce que vous pouvez dire ou pas dire, etc. Donc, ça dépend un peu aussi des gens que vous avez là. Et Finance Watch fait un travail de contre-expertise nécessaire. Ils sont à 1 contre 2000, je crois, 2 ou 3000. Enfin, donc, juste pour dire que si on pose que l'ouverture, la transparence, la participation des parties prenantes, pour réutiliser le vocable en cours, ça suffit. Non, c'est pas possible. On peut pas, juste sur la base du lobbying, des activités de lobbying, c'est-à-dire des activités de pression et d'influence de gens qui ne sont pas élus pour ça, qui ne sont pas des structures démocratiques. Les syndicats sont un peu différents pour ça, parce qu'ils ont des élections internes, etc. Il y a tout un tas d'ONG qui sont aussi structurées démocratiquement, qui ont des membres nationaux, qui ont des élections internes, etc. Nous, à CIO, par exemple, on est une quinzaine de gens, mais on ne représente que nous-mêmes. On produit des informations. A priori, c'est ça notre légitimité. C'est qu'on produit des informations que personne d'autre ne produit, parce que personne, notamment les médias, n'ont plus le temps d'investir dans la production de ce type de connaissances. A priori, s'il y a encore... Pour moi, c'est le point sur lequel la philanthropie a une légitimité. C'est qu'elle peut investir dans des choses que ni la puissance publique, ni les médias... Enfin, dans quelque chose d'unique, en fait, dans quelque chose qui coûte trop cher. Au même titre que la philanthropie va investir dans les arts ou dans la musique classique, où ça coûte trop cher, par exemple. Mais on est vraiment sur ce point-là. Et pour moi, c'est le seul point de légitimité. Et j'aimerais bien que CEO comme Mediapart soit financé intégralement par nos lecteurs. On en est très très loin. Peut-être du coup, là, il faut rentrer un peu dans le dur du sujet sur une de vos thèses, qui est quand même l'idée justement que ces politiques de transparence qui ont été développées et voulues par les institutions, à commencer par la Commission européenne, au fil ces dernières années, vous allez nous le raconter, ont eu peut-être un effet pervers qui est d'arriver justement à ce que vous dites d'une consécration du lobbying et justement à vouloir dire... on est transparent et on assume ce rôle-là, peut-être qu'on a facilité aussi ce type de relation perverse. Alors, est-ce que vous pouvez... Non, mais oui, alors disons que la transparence, elle a aussi d'autres dimensions que le lobbying, elle couvre d'autres éléments. Ouais. Et puis elle a une histoire mondiale plus qu'européenne. Elle est vaste, elle est extrêmement, disparate aussi dans ses modalités d'existence, quoi. On va dans les différents dispositifs. Mais bon, pour essayer de répondre à votre question. Peut-être faire un lien d'abord avec ce qui vient d'être dit très justement par Martin, outre le fait que cette question du lobbying, effectivement, même si on muscle les capacités des gens qui font du contre-lobbying, elle règle pas complètement les questions qui sont soulevées par le lobbying. C'est rappeler que effectivement, il faut du débat politique. Il faut de l'arbitrage politique, et c'est ce que montrent toutes les affaires de lobbying qu'on pourrait évoquer. C'est que la question de l'expertise, elle résoudra pas, ou la question du lobbying, ou des confrontations entre des experts, elle permet pas d'échapper à une question qui est celle de débattre politiquement des avantages et des inconvénients d'un certain nombre d'options politiques qu'on a examinées. Et alors, pour en venir à la transparence, qui est de fait une des politiques qui a été amenée comme une espèce de réponse en fait au lobbying. Alors, pourquoi elle le consacre ? D'abord parce qu'elle vient le moraliser. Elle vient dire qu'au fond, le problème du lobbying, c'est un problème d'illégalisme et de corruption. Ce qui n'est évidemment pas du tout le ressort principal du succès du lobbying à Bruxelles, puisque alors bien au-delà de la seule corruption, les échanges avec les lobbyistes qui se produisent de façon, alors d'abord ils se produisent de façon très ouverte pour une partie d'entre eux, c'est-à-dire qu'il y a de l'invitation à participer. On pourrait revenir tout un tas de politiques de consultation qui ont été organisées de manière systématique, encore plus sous la décennie 2000,
avec tout ce qu'on a appelé le programme mieux réglementé, Better Regulation, qui est vraiment invité de manière très systématique les parties prenantes, les régulés, à participer à la régulation. Donc, on a d'abord un élément qui est que, le lobbying, c'est pas des gens qui rencontrent d'autres administrateurs cachés, mais ils sont invités officiellement, etc. Et deuxièmement, ces politiques de transparence, donc, qui visaient à éclairer la partie, on va dire, interpersonnelle, en fait, des rencontres entre les lobbyistes, les commissaires, les députés, etc., dans des cadres un peu plus informels. Bon, elle fait comme si, au fond, il suffisait aussi que on soit informé de ça pour que le problème soit résolu. En fait, elle pose à la fois une question de dire que le lobbying finalement c'est un problème à moraliser, qu'une fois qu'on l'a moralisé, qu'on a réglé les problèmes d'illégalisme, etc. On a réglé le problème du lobbying. Et puis elle apporte des réponses qui effectivement peuvent générer à leur tour éventuellement des effets pervers, ou en tout cas qui reposent sur des hypothèses qui sont pas toujours vérifiées. L'idée c'est qu'on se comporte mieux quand on est regardé. Or, le blaming and shaming que pratiquent notamment les ONG marche pas nécessairement. Pas parce qu'on est blâmé publiquement de ne pas avoir fait ceci ou cela, que du coup on va corriger son voilà. Donc il y a tout un tas d'entreprises qui sont moquées pour tel ou tel comportement sur la place de Bruxelles, mais qui vivent pas plus mal la chose. Ça c'est ce que vous faites, c'est votre boulot. Tout à fait. On essaie d'aller au-delà de ça parce qu'effectivement. Non mais c'est une partie de votre boulot. Oui, tout à fait. Ouais, bien sûr. Effectivement, ça permet de comprendre peut-être que la question la plus grave, c'est pas forcément José Manuel Barroso qui part chez Goldman Sachs, mais plutôt quelque chose de plus structurel qui fait que, par exemple, les constructeurs automobiles, notamment allemands, ont une présence de longue durée auprès des comités d'experts, etc., qui permettent ensuite d'influencer les contenus très en amont des différentes directives qui vont être proposées sur ces questions. Est-ce que là-dessus... Oui, mais ça c'est le nerf de la guerre en fait, dans le sens où bon, il y a plusieurs, on a parlé de beaucoup de choses différentes, mais sur le premier plan, sur la moralisation, il y a un slogan qui serait oui, le lobbying c'est vachement important pour la démocratie et tant que c'est transparent, c'est stupide et dangereux. Stupide parce que c'est faux. Simplement, encore une fois, la démocratie, c'est une discussion publique. Avant tout, c'est quand même la première définition de la démocratie, c'est une discussion publique et politique, où tout le monde a accès. Or, ce n'est pas du tout le cas d'une discussion de lobbying. Deuxième point, alors pourquoi est-ce que c'est dangereux ? C'est dangereux parce qu'évidemment, ça normalise, ça légitime, ça moralise des pratiques qui ne devraient pas l'être. Où effectivement, vous avez des gens qui ne sont pas élus pour ça, et qui ont une influence importante sur les politiques sur le long terme, et qui, par ce biais-là, se voient attribuer, par le fait de se voir formalisé dans ce rôle-là, en fait, acquiert une espèce de légitimité comme ça. Et ça, c'est pas acceptable du tout. Pour moi, c'est pas... C'est la médiatrice européenne, pour le coup, Emily O'Reilly, qui est quelqu'un de très bien, là, on a beaucoup de chance avec elle depuis quelques années, qui dit ça parfaitement, qui dit la transparence, c'est un outil, c'est pas une fin en soi. C'est un outil de la reddition de comptes, comme accountability, comme on dit en anglais, le fait d'être redevable de quelque chose. Et pour moi, il n'y a pas d'autre moyen. C'est-à-dire que la transparence, c'est une arme, si vous voulez, que nous, on utilise beaucoup, parce que c'est quelque chose qui est exigible des gens qui ont du pouvoir, quand ils se prétendent en démocratie. Bon. Sur l'autre point qui est vraiment le nerf de la guerre, qui est l'expertise. Ce qui fait que les lobbies et notamment les lobbies industriels, ont beaucoup de pouvoir à Bruxelles, c'est deux choses. La première, c'est un héritage historique, au sens où ils ont affaire à une administration qui a besoin d'eux, et parce que cette administration-là n'est pas un État, c'est encore une fois une organisation spécialisée sur la régulation de marché. Alors il y a un effet de rattrapage maintenant. On voit ça historiquement. Historiquement, les premiers arrivés à Bruxelles, c'était les entreprises. Après, les syndicats sont arrivés. Les ONG sont les derniers arrivés. Et avec elles, il y a l'importation dans le champ bruxellois de nouvelles thématiques, ou de thématiques qui étaient moins saillantes avant, sur la santé publique, sur l'environnement. Et ils s'en plaignent beaucoup d'ailleurs. Sauf que les institutions européennes sont pas tellement équipées pour ça. Déjà au niveau du droit, elles ont des compétences réelles au niveau de l'environnement, mais pas tellement au niveau social, pas du tout au niveau fiscal. Alors on en parle beaucoup maintenant. Et ça, c'est quelque chose en soi dont on peut se féliciter au centre, mais qui est logique en même temps, parce que la nature même de l'Union européenne fait qu'on devait arriver à ça.
C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir une monnaie commune, un marché commun, à l'exclusion du reste. C'était le pari, en fait, d'ailleurs, de Delors au départ, qui était de dire, on va faire ça et ça va créer une solidarité de fait et ça va obliger une intégration sur le reste. Alors, c'est ce qui se passe dans les faits, mais c'est pas ce qui se passe légalement. Vous regardez les traités, ils sont irréformables. D'ailleurs, tout le monde s'arrache les cheveux à ce sujet. Mais politiquement, c'est déjà là. C'est-à-dire que il y a une espèce de progression comme ça, une espèce de politisation quand même grandissante, moi je trouve, ça fait 10 ans que je fais ce métier, et je me félicite de ça, où on parle de plus en plus des aspects santé publique, des aspects environnement, de décisions techniques qui sont prises à Bruxelles. C'était la croix et la bannière pour arriver à convaincre des journalistes nationaux d'écrire là-dessus il y a 10 ans, ça l'est moins maintenant. Donc là-dessus, on l'a vu sur Dieselgate et sur glyphosate, par exemple, où il y a une attention des journalistes sur ces questions des comités d'experts, etc. C'est ça permet un point d'entrée. Ouais. Mais ce qu'on voit pas encore et qu'on commence à comprendre mieux, c'est à quel point que l'Union européenne et que les administrations de l'Union européenne aient un pouvoir important, ça tout le monde le sait, tout le monde l'a compris. Mais qu'elles aient des moyens qui soient ridicules par rapport à ces pouvoirs-là, ça c'est pas quelque chose que les gens savent. Alors là-dessus, si on s'arrête encore sur cette question de l'expertise, parce que c'est vrai qu'en plus on est quand même dans un modèle d'Europe à l'origine technocratique qui a construit une partie de sa légitimité sur justement l'efficacité des résultats, le fait que justement ils ont l'expertise et que du coup c'est pas grave si tout n'est pas complètement démocratique ou pour l'instant aussi la construction est imparfaite. Du coup, là on se rend compte qu'une partie de l'expertise est assurée quand même par le secteur privé. Est-ce que, donc du coup vous dites une des réponses est de muscler l'expertise interne à chaque institution, c'est ça? Mais est-ce qu'elle n'existe pas déjà dans les conseillers au Parlement européen qui travaillent énormément? Est-ce qu'elle n'existe pas à la Commission quand même, où il y a des directions générales qui... Comment vous voyez ça? Alors, il y a quand même eu une réforme qui a été documentée par des travaux, notamment de sciences politiques, de sociologie, qu'on réfère ce qu'on appelle le New Public Management, et qui a consisté vraiment à essayer de faire maigrir en fait les capacités d'expertise de la Commission, notamment autour de la logique du turnover obligatoire des fonctionnaires tous les 3 ans, avec un encouragement en tout cas à changer régulièrement de poste. Et qui avait bien dans l'idée que, au fond, il fallait que les fonctionnaires européens ne soient plus le spécialiste de l'œuf, comme on le disait à un moment pour plaisanter en parlant de certains fonctionnaires de la DG Agri, etc. Donc il y a eu une attaque. La Direction générale de l'agriculture, là où on décide notamment de la PAC. Tout à fait. Donc il y a eu vraiment un effort, je pense, un peu délibéré aussi pour calmer un peu les ardeurs de la Commission des années 90, de faire maigrir ses capacités d'expertise. D'un autre côté, on voit bien que l'EFSA, quand elle propose sa réforme, on est là dans une discussion, l'autorité, l'agence de sécurité alimentaire de l'Union européenne, qui va notamment décider de ce qu'on peut mettre dans nos assiettes, et des dangers éventuels des substances qui sont proposées par les industriels. L'EFSA nous dit, pour faire une vraie bonne réforme de mon expertise aujourd'hui, il faut que je passe de 80 à 140 millions d'euros, milliards, je sais plus. Millions. En tout cas, elle nous dit bien que quand on parle réforme de l'expertise, il faut consolider les moyens en expertise. Après, effectivement, le règlement de la question de l'expertise, il n'est pas que via les moyens de contre-expertise ou de capacité à produire leur propre expertise de la part des institutions. Il est aussi dans l'idée qu'on fonctionne avec l'expertise comme une façon d'éviter de contourner en partie le débat politique, en raisonnant au moins sur 3 ou 4 idées qui me semblent un peu dangereuses et fausses. La première chose, c'est que les savoirs naîtraient de façon immaculée, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y aurait pas d'obstacle à ce que les savoirs soient construits, alors qu'on a montré depuis de nombreuses années maintenant, avec un certain nombre de travaux sur la sociologie des sciences, que c'est pas magique, qu'il faut des financements, notamment des financements publics. Et ce sur quoi on arrive sur un certain nombre de dossiers, de financement public à la recherche, pour que c'est le nerf de la guerre. Les politiques de recherche, il n'y a pas plus politique comme objet, et les entreprises l'ont très bien compris. Tout à fait. Et d'ailleurs, l'EFSA nous dit, si vous voulez qu'on change nos règles pour qu'on ait des experts plus indépendants, il faut qu'on revoie toutes celles qui dirigent en fait les politiques européennes de recherche, qui en fait fonctionnent par le cofinancement public-privé. Donc première chose, les savoirs, pour qu'on ait des savoirs qui soient les plus objectifs possibles, il faut qu'on ait aussi des financements
financement public. Deuxièmement, les savoirs n'arrivent pas naturellement aux institutions parce qu'on leur demandait. Bien souvent, l'expertise, son chemin, c'est d'abord de construire les problèmes pour ensuite que les solutions qui sont préconisées par ceux qui ont construit les problèmes puissent être amenées. Et on pourrait donner plein d'exemples sur l'obésité infantile, sur tout un tas de dossiers d'expertise. Et troisièmement, l'expertise ne résout pas tout. C'est-à-dire que finalement, et c'est ce que montre bien là, le papier que vous avez fait paraître sur le Chrome 6 avant-hier ou hier. C'est une enquête de Cédric Vallée à Bruxelles sur les exemptions à la directive REACH, au règlement REACH, sur des substances chimiques nocives. Voilà. Et notamment une exemption qui est en cours d'examen sur une substance dont on sait qu'elle est cancérigène. Voilà, et qui montre bien qu'à un moment donné, l'enjeu, c'est de faire un arbitrage entre les intérêts qu'on aurait à supprimer ce produit, et là en l'occurrence l'évitement d'un certain nombre de cancers, même si les modèles mathématiques sont compliqués à faire tourner, et de l'autre côté les coûts qui impliquerait cette non-dérogation, c'est-à-dire cette interdiction du Chrome 6, et qui sont avancés par les entreprises via des modèles économiques en disant voilà, on aura tant de pertes d'emplois, tant de voilà. Et face à on va dire ce discours un peu systématique du chantage à l'économie finalement. Ouais. Là, c'est toute la méthodologie qui est. Alors, c'est toute la méthodologie de l'expertise qui est fondamentalement politique, et puis surtout la question elle est politique, cet arbitrage-là. Ouais. L'expertise ne peut jamais le prendre en charge. C'est un arbitrage en valeur. Et c'est donc un arbitrage qu'on a à faire publiquement et qu'on a à faire par des gens qui sont responsables devant les citoyens. C'est-à-dire que l'expertise, elle peut quand même... Le problème, c'est que, je vais reprendre le truc au début, les ONG n'existeraient pas sans les politiques indépendantes, sans la recherche universitaire. Vous n'avez pas de mouvement sur le climat sans les climatologues indépendants. Vous n'avez pas de mouvement contre les pesticides sans les toxicologues et les écologues qui constatent le massacre dans les champs, dans la nature et dans les corps. Si vous n'avez pas des politiques publiques de financement de chercheurs qui vont produire ces connaissances-là, vous n'avez plus rien. Enfin, vous n'avez plus rien. Vous avez ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est-à-dire une université publique qui est en cours de destruction. Je ne vois pas comment appeler ça autrement. Vous regardez les conditions de travail des maîtres de conférences, vous savez ça mieux que moi, ou des jeunes chercheurs, des doctorants. Aujourd'hui, mais il faut être fou pour faire ce métier. Enfin, vous bossez comme un dingue pour nourrir des... Enfin, c'est un métier hautement nécessaire, mais... Je veux dire, les conditions sont pas défendables. Enfin, c'est vraiment, c'est ultra précaire, c'est mal payé. En général, vous faites voler votre boulot par votre chargé de thèse, etc. Enfin, c'est pas très rose, quoi. Et pourquoi Parce que depuis 20 ans, vous avez, et ça, pour le coup, c'est une stratégie délibérée de lobbying des entreprises, et je le sais parce que j'ai des documents pour le prouver, que les politiques nationales et européennes de recherche sont en voie de privatisation. C'est ce que vous avez décrit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour tout un tas de budgets de recherche, en tant qu'université, si vous voulez obtenir un financement européen de recherche, vous devez faire un partenariat public-privé avec une entreprise. Du coup, vous allez bosser uniquement sur les sujets qui intéressent cette entreprise-là, ça c'est le plus grave. Et puis, vous allez vous habituer à adopter cette perspective-là, au sens où vous allez prendre... vous savez, la méthodologie scientifique, elle tend à l'objectivité, mais elle ne fait jamais que répondre à une question. Et le choix de cette question, c'est une démarche complètement politique. Tout à fait. Et donc, et ça, c'est la clé du lobbying et de l'influence aussi. C'est quel est le problème ? De quoi on parle ? C'est quoi le vrai problème ? Vous parliez du Chrome 6, effectivement. On peut parler des nanomatériaux dans le même genre. Vous avez 98% aujourd'hui des budgets de recherche européens sur la question des nanomatériaux. 98%, c'est pour le développement de produits. 2%, c'est pour l'évaluation des risques. C'est une décision politique, cet arbitrage-là. On pourrait faire autrement. Il y a tout un tas de chercheurs. Je me souviens, en 2012-2013, j'avais participé à une réunion avec la directrice de l'époque de l'EFSA qui m'a dit, l'EFSA, l'Agence européenne de sécurité des aliments, donc... Elle nous disait, je ne peux pas faire mon boulot aujourd'hui parce que je n'ai pas de littérature indépendante sur le sujet de la toxicité des nanomatériaux. On est aujourd'hui 7 ans plus tard, j'espère que les choses se sont un peu améliorées, c'est pas un bon sujet. Mais pour vous dire... Je reviens un peu à nos conversations du début sur aussi la question de l'échelle et du bon endroit aussi pour
pour faire ce travail-là, comme vous revenez aux questions de politique d'éducation, qui sont aussi des décisions nationales, etc. Absolument. Je ne sais pas, si on revient par exemple sur ces questions de régulation financière, je sais, pour l'avoir documenté ça, que par exemple les projets de taxes sur les transactions financières, c'est pas quelque chose qui bloque vraiment à Bruxelles, mais c'est quelque chose qui bloque plutôt ce qu'on disait au tout début dans les États-nations, notamment dans les liens entre, par exemple, Bercy, et où il y a un accès de certaines banques, etc., qui avait été documenté, et qui, donc le veto, il vient plutôt des capitales. Là, vous parlez aussi des questions de formation et tout. Du coup, plus là, une question stratégique pour vous aussi. Est-ce que le focus, il est sur Bruxelles et les rouages bruxellois, ou il est aussi un travail plus en amont au niveau national, dans chaque capitale, etc. Alors, en termes d'efficacité, là, de ce que vous défendez. Nous, notre boulot, c'est de documenter les stratégies de lobbying des grandes entreprises. Alors, eux, pour le coup, ils font ça. Eux, il y a un truc sur lequel les entreprises. Ouais. Il y a un truc qu'ils sont capables de faire et que, a priori, les ONG et les syndicats ne sont pas capables de faire, c'est ce travail de ce qu'on appelle de deep framing, c'est-à-dire de cadrage des débats publics sur 30 ans. Ouais. C'est-à-dire que vous mettez bout à bout une stratégie de politique, sur les politiques de recherche, une stratégie sur les politiques d'éducation, une stratégie sur les moyens de l'administration, le better regulation, le mieux légiférer, c'est la même chose à toute proportion gardée. Enfin, c'est pas exactement la même chose, mais c'est comparable à ce qu'on a eu en France, et ce qu'il y a encore en France, avec ce qui s'appelait avant la révision générale des politiques publiques, où en fait, on détruit méthodiquement en fait les capacités d'expertise et de connaissance de l'État. Better Regulation, sur lequel on a fait une longue enquête sur Mediapart, et normalement, si tout va bien, on pourra cliquer sur le lien qui apparaît sur cette vidéo. Voilà. Et tout ça, il y a un continuum là-dedans. C'est-à-dire que le mieux légiférer, par exemple, c'est une invention de l'industrie du tabac et des industries polluantes. Au sein d'un... Donc, ce que vous dites, c'est que par rapport à cette capacité de planification du secteur privé, vous êtes à la rue, un peu. Complètement. C'est-à-dire que, nous, au sens où nous, à CEO, de toute façon, on est 15, hein, donc laisse tomber. Mais ceux qui peuvent, a priori, se saisir d'un objet comme ça, c'est les partis politiques. Ouais. Et a priori, plutôt les partis politiques de gauche. Ouais. Les partis politiques de gauche, je ne les vois pas aujourd'hui se saisir de ces questions-là. Je ne les vois pas formuler les questions comme ça. Je les vois plutôt s'inscrire dans le débat national, franco-français. Bah, évidemment, en même temps, on les comprend. Faire des élections européennes en débattant entre Français, c'est sûr que vous n'allez pas parler beaucoup d'Europe, finalement. Bah, sur France 2 et France Inter, premier débat un peu sur les européennes, il y avait quand même quelques idées sur de la transparence. Il y avait l'idée de... Non, mais je voulais quand même terminer un peu là-dessus, sur, par exemple, il y a une idée qui est portée par les Insoumis, par exemple, sur rendre... donc, l'initiative citoyenne européenne, qui peut, des citoyens dans différents pays d'Europe qui font une pétition et qui, si on atteint un certain seuil, passent à l'agenda. Voilà. Jusqu'à présent, c'était pas obligatoire de l'inscrire directement à l'agenda. Les Insoumis, par exemple, poussent pour que ça devienne obligatoire. Ça, c'est une vieille revendication que vous avez, j'imagine. Oui. Ça vous paraît un peu minuscule par rapport à l'ampleur du problème, c'est ça ? Ça dépend comment on l'organise. Moi, des initiatives citoyennes européennes, j'ai participé à l'organisation de 2. La première sur le droit à l'eau, c'était entre 2011 et 2013 à peu près. Ça a super bien marché. La réponse de la Commission a été « merci, bonne journée ». Sur l'initiative, sur celle sur le glyphosate, par exemple, Stop Glyphosate, à laquelle j'ai aussi participé. Là, c'est un petit peu différent et la commission, il y avait 3 questions, 3 demandes en fait, et la commission a répondu à la moitié de la deuxième. Et la première, c'était interdisez le glyphosate, s'il vous plaît. Bon, la réponse a été non. Et il n'a jamais, d'ailleurs, été question pour la commission d'autoriser ce truc-là, de proposer aux États qui devaient décider d'interdire le glyphosate. Jamais. Parce que aussi, bon, mais ça, c'est la boîte de Pandore glyphosate. Il y a une grande émission à faire là-dessus, mais c'était trop. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais cru que le glyphosate serait interdit parce que il est trop gros. C'est-à-dire que si vous interdisez le glyphosate demain, c'est tout le commerce mondial des céréales, etc. Non, mais le point, du coup, c'est que l'initiative citoyenne européenne, c'est pas le bon instrument ou c'est un instrument Alors, l'initiative citoyenne européenne, aujourd'hui, elle permet... elle oblige, en fait, la Commission à répondre à une question. Donc, c'est très bien. Mais bon, merci, bonne journée, au revoir. C'est une réponse à une question. Et en même temps, ce qu'on voit aussi, c'est que depuis que ce truc-là existe, les lobbies industriels essayent aussi d'utiliser cet outil-là. Alors, ils n'y arrivent pas, parce que, heureusement, c'est assez compliqué quand même. Ça demande pas mal de mensonges et de dissimulation d'arriver à transformer un intérêt commercial
en un mouvement citoyen, mais bon, c'est le travail des agences de relations publiques de faire ça. Et elles le proposent. Elles le font. Et elles essayent de le faire. Par exemple, en ce moment, il y a une, sur le vapotage, par exemple, en ce moment, il y a des tentatives de constitution d'une initiative citoyenne européenne où clairement, c'est l'industrie du tabac qui est aux manettes. Okay. Juste pour terminer, Cécile Robert, sur cette question un peu de la campagne européenne et de la présence de ces questions qui sont quand même essentielles dans le débat public. Vous, c'est quelque chose comment vous regardez ça? Vous trouvez que c'est... Alors, pour revenir sur ce que disait Martin, c'est vrai que, par exemple, pousser pour l'ICE en tant que telle, donc pardon, l'initiative citoyenne européenne, et qu'elle soit plus efficiente, elle donne de la visibilité à des questions, c'est essentiel. Mais pour autant, si on ne révise pas un certain nombre de modes de fonctionnement, alors à la fois institutionnels et puis d'attitude des États membres vis-à-vis de ce qui se passe à Bruxelles, eh ben effectivement, on aura toujours des merci, bonne journée, au revoir, puisque les compétences de la Commission ne lui permettront pas de prendre en charge les questions. On peut aller demain à la Commission avec ras-le-bol le dumping social et le dumping fiscal. On sera un certain nombre à pouvoir poser cette question. Sauf que il y a de l'unanimité, c'est-à-dire que cette question est soumise à l'unanimité des accords des États membres et que tant que ce sera le cas, on n'avancera pas sur la question. Donc l'ICE, c'est bien pour publiciser des questions, mais ce ne sera pas la solution à notre problème. La deuxième chose, c'est qu'il ne faudrait pas que ramener sans arrêt la question du lobbying à Bruxelles, finisse, et je ne pense pas que ce soit le propos des gens qui en ont parlé, mais finissent par construire Bruxelles comme étant le lieu du lobby. Alors qu'on l'a dit tout à l'heure, si Bruxelles est le lieu du lobby, c'est parce que nos États membres défendent leurs champions nationaux industriels, on verrait contre tout, à Bruxelles. Les constructeurs automobiles allemands notamment. Voilà. Et puis, ça voudrait dire que, la seule chose que ça peut finalement amener, à mon sens, de vraiment fondamental, c'est de rappeler aux citoyens européens que c'est, alors d'abord au Parlement européen, que finalement, le plus de réserve ou de réticence ou de résistance à ces stratégies de lobbying a été apporté, notamment avec le soutien du plaidoyer des ONG. Donc il faut l'investir, ce Parlement européen, il faut continuer de l'investir, et puis il faut peut-être pas le présenter comme étant seulement à la solde, comme étant à l'origine du problème, en fait. Il faut que le débat politique européen prenne toute son ampleur. Alors si on termine cet échange sur l'idée que ça se passe par le Parlement européen, on en revient quand même à la case, mais c'est l'institution la moins puissante à Bruxelles. Et du coup, c'est celle qui n'a pas le dernier mot, ce qu'on a dit au début. Donc, le truc, c'est le débat public. Oui, tout à fait. Et le débat politique. Le débat politique, il y en a un qui est fondamental. C'est celui qui a lieu au Conseil entre les États, et celui-ci n'est pas public. Le jour où on peut enfin amener une caméra dans les réunions de ministres et où on voit effectivement la France et l'Allemagne faire son sort à la Grèce, là on comprend un peu mieux comment l'Union européenne fonctionne. Et donc ça permet de demander des comptes à nos dirigeants. Quand monsieur François Hollande, à l'époque, va se promener avec le PDG de Suez dans ses valises à Athènes pour essayer de récupérer le marché de l'eau locale, bon, on est dans un rapport de force intergouvernemental qu'après on déguise sous le nom de Troïka. Mais donc une demande de transparence. Donc alors là pour le coup, la transparence devient un outil vraiment utile pour les États. Et les États ne veulent pas en entendre parler. Pour aussi que les journalistes travaillent sur le Conseil européen, qui est l'institution la plus compliquée à couvrir pour un journaliste européen. Et donc, un dernier point quand même sur la réglementation du lobbying, parce que il y a la transparence, on en a beaucoup parlé. Il y a la question des conflits d'intérêts qu'il faut pouvoir mentionner aussi, parce que quand on parle du lobbying, on parle d'une relation, on parle d'une interaction. Et donc, si vous prenez par exemple la composition des gens qui travaillent pour la plupart des cabinets de conseil en lobbying à Bruxelles, par exemple, la plupart sont des anciens en fait, des institutions. Ce sont des anciens assistants parlementaires, des anciens fonctionnaires, etc. 50% des 4 près, plus grands en 2011 étaient 50% de leur personnel sont des anciens. Ben oui, et à Paris c'est pareil. À Paris, c'est pareil. Si vous prenez les agences de conseil, c'est pareil, c'est les anciens, et c'est le nerf de la guerre, ça. C'est-à-dire que si vous... Ça là-dessus, la réponse c'est porte tournante, c'est ça. Exactement. Et donc nous, ce que nous demandons depuis des années, c'est l'instauration d'un délai de carence strict dans les deux sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, vous avez, je crois, 3 personnes au gouvernement français qui étaient lobbyistes juste avant de devenir ministre. Vous avez Brune Poirson, qui était un cadre chez Veolia, vous avez Emmanuel Vargon, qui était la lobbyiste en chef de Danone, et puis vous en avez une dernière, et Audrey Bourrelot, qui est la conseillère agriculture, donc pas ministre, mais la conseillère agriculture de Macron, excusez du peu, qui était la directrice du lobby du vin juste avant ça. On a raconté sur Mediapart. Bien vu. Mais sauf qu'il faut pouvoir interdire ça. Parce que ça, c'est pas défendable. C'est-à-dire que, alors, il faut pas interdire ce genre de mouvement à vie, ça n'a pas de sens. Mais c'est la même chose que les clauses de non-concurrence dans les contrats de travail dans le secteur privé. Vous ne pouvez pas passer du jour au lendemain
Chez le concurrent, vous devez attendre. Normalement, ça existe pas. Pour les commissaires européens, par exemple, il y a un temps normalement qui est... Ouais, ça commence, mais pour les commissaires. Ouais, seulement pour les commissaires. Là, on parle des assistants, des conseillers, effectivement, des gens plus invisibles. Des gens techniques, en fait, des gens qui tiennent le crayon. Et on retombe sur la question d'expertise, effectivement. Ouais, c'est-à-dire que vous avez les deux niveaux. Vous avez le lobbying technique et le lobbying politique. C'est deux stratégies différentes. Ouais. En général, les ONG font plutôt du lobby politique parce que le lobby technique, elles sont pas assez nombreuses, elles n'ont pas assez de ressources, etc. Et les entreprises se concentrent essentiellement sur le lobby technique et craignent comme le lait sur le feu la politisation de leurs dossiers. Donc, tant qu'elles peuvent contrôler la partie technique des dossiers, on aura vraiment du mal à réduire leur pouvoir. Merci beaucoup. Du coup, comme les programmes pour les européennes sont encore en cours de fabrication, il est encore temps de reprendre quelques idées qui ont été agitées autour de cette table. Merci à vous deux d'avoir fait le déplacement dans nos locaux à Paris pour participer à ce débat. On va continuer de creuser ces questions dans les semaines à venir et pour la prochaine commission. À bientôt sur Mediapart.